Vous êtes-vous déjà demandé ce qui empêche les milliers de satellites là-haut de nous tomber sur la tête? Eh bien, ce n'est pas de la magie, non. C'est un équilibre parfait entre vitesse et gravité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la physique absolument fascinante d'une orbite. Alors pour bien tout comprendre, voilà notre plan de vol. On va commencer par la force qui attire le satellite, la gravité bien sûr. Ensuite on verra la vitesse qu'il lui faut pour ne pas tomber. Puis on parlera de l'énergie que tout ça représente. Et pour finir la partie la plus fun. Qu'est-ce qui se passe quand on perturbe cet équilibre? Allez, assez de théorie, passons à l'action. Voilà notre mission du jour. Un petit exercice de mécanique orbitale. Et pas de panique avec les équations, hein. On va le résoudre tranquillement ensemble, pas à pas, pour voir toute la logique qui se cache derrière. Pour se lancer, on a besoin de 3 infos clés. D'abord, la masse de notre satellite, 1020 kg, à peu près comme une petite voiture. Ensuite, son altitude, 400 km, c'est là où vole la Station spatiale internationale. Et enfin, le rayon de notre planète. C'est tout. Avec ça, on peut tout calculer. Première étape, la gravité. On a souvent cette image que dans l'espace, pouf, plus de gravité. En réalité, à 400 km d'altitude, elle est encore super présente. La vraie question, c'est de combien est-ce qu'elle a diminué? Bon, en voyant ces formules, on pourrait se dire « oula ». Mais en fait, il y a une astuce vraiment élégante. On n'a même pas besoin de connaître la masse de la Terre ou la constante de gravitation universelle. On peut calculer la gravité en altitude juste en se basant sur celle qu'on connaît à la surface, G0, et la distance. C'est bien plus malin. Et donc le point absolument crucial à retenir, c'est cette fameuse loi en carré inverse. C'est simple, si on double la distance au centre de la Terre, la force de gravité, elle, est divisée par 4. C'est ce principe qui est à la base de tout le mouvement orbital. Ok, donc on sait maintenant que la Terre tire le satellite vers elle en permanence. Alors, comment il fait pour ne pas s'écraser? La réponse tient en un seul mot, la vitesse. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va calculer la vitesse orbitale parfaite. Et là, on touche vraiment au cœur de la mécanique orbitale. C'est un numéro d'équilibriste. D'un côté, on a la gravité qui tire le satellite vers le bas, et de l'autre, on a son élan, sa vitesse qui le pousse tout droit. Quand ces deux forces s'équilibrent pile poil, le satellite reste sur une orbite circulaire stable. Et c'est de cet équilibre que l'on va déduire sa vitesse. Et le verdict tombe, 7680 mètres par seconde. Pour que ça nous parle un peu plus, ça fait presque 28 000 km par heure. C'est une vitesse juste phénoménale. En fait, c'est la vitesse qu'il faut pour tomber constamment autour de la Terre sans jamais la toucher. Et avec une vitesse aussi folle, les conséquences sont vertigineuses. Notre satellite fait un tour complet de la planète en 93 minutes seulement. Ça veut dire que les astronautes à bord voient 16 levées et couchers de soleil chaque jour. Bon, maintenant qu'on a la vitesse, on va changer un peu d'angle d'attaque et regarder ça sous l'angle de l'énergie. Chaque orbite, en fait, ça correspond à un niveau d'énergie bien précis. C'est un mélange entre l'énergie du mouvement et l'énergie qui est liée à sa position, à son altitude. On commence avec l'énergie du mouvement, l'énergie cinétique. Vu sa masse et sa vitesse immense, le satellite possède une énergie cinétique colossale. Le calcul nous donne 31 milliards de joules. Et là, on arrive à une question qui fait souvent froncer les sourcils. Quand on regarde les calculs, on voit que l'énergie potentielle de gravitation, elle, est négative. Comment une énergie peut être négative? Ça semble bizarre, non? L'explication, c'est une histoire de convention. C'est un choix. Les physiciens ont décidé que l'énergie potentielle serait égale à 0 à une distance infinie de la Terre. Du coup, tout objet qui est tombé depuis cet infini pour se rapprocher de la Terre se retrouve dans ce qu'on appelle un puits de gravité et a donc une énergie potentielle négative par rapport à ce point 0. Et c'est là que ça devient vraiment beau. Malgré la complexité apparente, en orbite circulaire, ces différentes énergies sont liées par des relations incroyablement simples. Une est la moitié de l'autre, ou bien son exact opposé. C'est la signature mathématique de cet équilibre parfait de l'orbite. C'est propre, c'est élégant. Allez, on arrive au moment le plus intéressant de notre mission. On a notre satellite, bien tranquille dans son équilibre parfait. Que se passe-t-il si on vient tout perturber, si on lui donne un petit coup de pouce, un surplus d'énergie? Le scénario est simple. Les moteurs du satellite s'allument brièvement et lui donnent une impulsion de 510 millions de joules. Intuitivement, on se dit, plus d'énergie, ça veut dire qu'il va monter plus haut, non? C'est logique. Alors, on reprend nos calculs. On ajoute cette énergie supplémentaire à l'énergie totale. Et on recalcule la nouvelle énergie cinétique. Jusque-là, tout va bien. Pas de surprise. On a ajouté de l'énergie, donc l'énergie cinétique a augmenté. Le satellite va plus vite. Et maintenant, le moment de vérité. À partir de cette nouvelle énergie, on peut faire les calculs en sens inverse pour trouver la nouvelle altitude du satellite. Le détail du calcul est là, sous nos yeux. Le résultat est pour le moins surprenant. Avant l'ajout d'énergie, l'altitude était de 400 km. Après, elle est de 103,1 km. Mais attendez une seconde.
Comment c'est possible? On a ajouté de l'énergie à un système et il se retrouve plus bas, avec moins d'énergie potentielle. Ça semble défier toute logique. Et non, ce n'est pas une erreur de calcul. C'est en fait l'un des paradoxes les plus fascinants de la mécanique céleste. En ajoutant de l'énergie, on a augmenté sa vitesse, ce qui a transformé son orbite circulaire en une orbite elliptique, en forme d'ovale. Et sur cette nouvelle trajectoire, le satellite va d'abord plonger beaucoup plus bas avant de remonter. La notion d'altitude stable n'existe tout simplement plus. Tout ça nous rappelle une leçon importante. Notre intuition qui est façonnée par ce qu'on vit sur Terre n'est pas toujours un bon guide pour comprendre l'univers à grande échelle. Les mathématiques, par contre, elles ne se trompent jamais. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route pour continuer à réfléchir. Si ce n'est pas seulement la quantité d'énergie ajoutée, alors quelle est la variable ou la condition qui détermine si l'orbite va monter ou descendre? La réponse à cette question, c'est le cœur même de l'astronautique. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.